Bismillah. Le duc jeta un coup d'œil autour de lui et se félicita d'avoir choisi le salon de Madame Goutier pour la première sortie officielle de Félicia. Madame Goutier était célèbre pour les fêtes qu'elle donnait et qui ressemblaient toutes les personnalités qui comptaient dans le monde des lettres, de la politique et des arts. La conversation promettait d'être non seulement relevée, mais incisive et pleine d'esprit. De plus, comme la plupart des invités étaient beaucoup plus âgés que Félicia, cette dernière ne risquait pas de se sentir menacée en aucune manière. Elle serait plus détendue, moins angoissée. Le duc avait eu une aventure avec la belle Madame Goutier quelques années auparavant, et parce qu'elle était fine et subtile en même temps que fascinante, elle avait réussi la gageure de rester l'amie de son amant longtemps après leurs amours eurent pris fin. Et il n'était pas le seul d'Arlington, pour sa part, n'eût jamais songé à venir à Paris sans lui rendre visite. Elle l'accueillit avec une sincère exclamation de plaisir en lui tendant ses deux mains. Elle paraissait si jeune, si rayonnante, qu'il était difficile d'imaginer qu'elle avait dépassé la trentaine. Le duc prit ses deux mains dans les siennes et les baisa longuement, conscient au frémissement que les parcourut, qu'il ne lui était pas indifférent, et qu'il avait toujours le pouvoir de la troubler. « Comme je suis heureux de vous voir, Hélène, murmura-t-il avec un sourire. Cher ami, j'ai appris depuis peu votre présence dans notre ville et j'attendais votre venue avec grande impatience, répliqua-t-elle. Il paraît que vous êtes accompagné d'une charmante et ravissante pupille, ajouta-t-elle en se tournant vers Félicia. Le duc fit les présentations et la façon dont Madame Goutier s'adressa à la jeune fille dissipa quelques-unes des craintes qui, il le savait, la tourmentaient depuis qu'ils avaient quitté sa demeure des Champs-Élysées. De peur de le mécontenter, Félicia n'avait pas osé lui dire qu'elle préférait rester tranquillement à la maison après le dîner, mais il se doutait que c'était son souhait le plus cher. L'expression de ses grands yeux bleus ne trompait pas. Il avait fait mine, cependant, de ne pas y prêter attention, persuadé qu'elle accepterait pour lui plaire de faire ce qu'il lui demandait. Quand il s'était engouffré dans la berline pour se rendre chez Madame Goutier, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de leur destination, il avait senti monter en elle l'angoisse et l'appréhension à l'idée de ce qui l'attendait. Elle était particulièrement en beauté ce soir, et le duc avait hâte de la présenter à ses amis. Pour passer la soirée avec lui, elle avait choisi de porter une robe blanche en dentelle de Valenciennes, incrustée sur des volants qui partaient du décolleté pour s'évaser en corolle jusqu'à l'ourlet. Sa camériste lui avait relevé les cheveux à la dernière mode, dégageant le cou et mettant en valeur sa nuque gracile. Le duc avait choisi 2 étoiles en diamant pour elle, et la camériste les avait habilement fixées dans sa chevelure, juste au-dessus des oreilles. Félicia savait sans qu'on ait besoin de le lui confirmer que ce cadeau contribuait à accentuer sa ressemblance avec une princesse de conte de fées, et enchantée par tant de beauté et de magnificence, elle n'avait même pas songé à protester contre le coût exorbitant de ce présent. « Merci pour ces ravissantes étoiles, merci du fond du cœur », s'était-elle exclamée en rejoignant le duc au salon. « Elles vous vont à ravir », avait-il répliqué, « et je me fais une joie d'accompagner une aussi jolie jeune fille pour sa première sortie dans le monde. » À ces mots, il avait vu réprimer un léger frisson, mais il avait refusé d'en tenir compte, et le dîner s'était déroulé dans une ambiance gaie et enjouée. Le duc avait mis tout en œuvre pour la distraire de son angoisse et lui faire oublier l'épreuve à venir. Dans la berline, il avait pourtant jugé nécessaire de clarifier les choses et de lui préciser ce qu'il attendait d'elle. Sachez surtout écouter, Félicia, mais n'hésitez pas à exprimer votre opinion. Les femmes muettes comme des carpes sont ennuyeuses à mourir. Je vous promets d'essayer, murmura Félicia. Mais parler m'est très difficile quand l'angoisse me noue la gorge. Il faut apprendre à dominer vos peurs, dit le duc avec fermeté. Ravissante comme vous l'êtes, vous attirerez forcément l'attention. Félicia demeura silencieuse et il enchaîna par une description détaillée du salon de Madame Goutier et des invités qui le fréquentaient habituellement. Elle vous aime beaucoup, demanda timidement Félicia lorsqu'il se tut. Que vient faire l'amour dans tout cela, s'étonna le duc. Il y avait tant de chaleur dans votre voix quand vous avez parlé de notre hôtesse que je me suis dit qu'elle devait compter beaucoup pour vous. Le duc ne put s'empêcher de penser que Félicia avait beaucoup d'intuition, plus qu'il ne l'eût imaginé.
de la part d'une jeune fille inexpérimentée. Vous allez rencontrer nombre de mes amis, Félicia, durant notre séjour à Paris. Ne cherchez pas à trop en apprendre sur la nature réelle de nos relations passées. Cela pourrait devenir embarrassant et pour vous et pour moi. Je comprends, murmura-t-elle, mais comme vous semblez avoir beaucoup d'affection pour Madame Goutier, en même temps que de l'admiration, je pense que je devrais essayer de la prendre pour modèle. N'en faites rien. Quoi de plus insipide qu'une pâle copie? Soyez vous-même, Félicia. Au lieu d'imiter, cherchez à développer votre personnalité, vos traits de caractère, ceux qui feront de vous quelqu'un d'unique, d'irremplaçable. Intérieurement, il songeait qu'elle l'était déjà, mais il n'exprima pas tout haut sa pensée, convaincu que ce n'était pas un service à lui rendre que de le lui révéler. Tandis qu'ils continuaient leur chemin, Félicia médita en silence sur ce qu'il venait de lui dire. Bientôt, ils furent en vue de la maison de leur hôtesse, située non loin de la place de la Concorde. Moins vaste que celle du duc, elle n'en avait pas moins beaucoup de charme, tout comme sa propriétaire. Il n'y avait qu'une douzaine de personnes lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon de Madame Goutier, et le duc s'en réjouit, sachant que, pour sa pupille, la première prise de contact avec la société parisienne en serait facilitée. La présence de la comtesse de Marigny dans ce petit cercle d'intimes le surprit. Il l'avait rencontrée pour la première fois 2 ans auparavant et depuis, malgré une visite éclair de la comtesse à Londres, l'année précédente, avec son mari, il n'avait pas eu l'occasion de se voir seul. Cette fois, le duc avait eu la ferme intention de lui faire signe, mais il n'en avait pas encore eu le temps. Dès qu'il l'avait aperçue, le duc s'était senti attiré par elle et, de son côté, la comtesse avait eu le coup de foudre. Pourtant, à peine commencée, leur aventure avait été interrompue, la comtesse ayant dû accompagner son mari dans un de ses fréquents voyages à l'étranger. L'un comme l'autre en avait ressenti une intense frustration et le duc s'était promis de la revoir. Pourtant, jamais il n'eût songé à le faire en présence de Félicia. Quand il vit le sourire entendu qu'elle lui adressa lorsqu'elle l'aperçut, il comprit qu'ayant appris qu'il viendrait à cette réception, elle avait intrigué pour se faire inviter. « Mon Dieu, mon cher, dit-elle, lorsque le duc se pencha pour lui baiser la main, il y a une éternité que nous ne nous sommes vus. »« Trop longtemps, répondit le duc en lui rendant son regard. Puis, tandis qu'il s'essayait et que Félicia prenait place à ses côtés, une conversation générale s'instaura, où chacun s'ingénia à briller, où les traits d'esprit le disputaient aux remarques pertinentes, interdisant tout aparté. Bien qu'absorbé dans la conversation, le duc sentait sur lui le regard brûlant de la comtesse. À 1 ou 2 reprises, leurs yeux se rencontrèrent et il ne put se méprendre sur l'invite à peine voilée qu'il eut dans les prunelles mordorées. La comtesse n'était pas vraiment belle, mais elle possédait ce je ne sais quoi qui rend les femmes irrésistibles. Il se souvint du sentiment d'impuissance, presque désespéré, qu'il avait saisi lorsqu'au lendemain du bal de l'ambassade de France à Londres, il lui avait rendu visite et s'était vu répondre par le maître d'hôtel que le comte et la comtesse de Marigny avaient dû repartir pour Paris plus tôt que prévu. Pourtant, à présent qu'elle était là, tout près de lui, vibrante de désir, il fut étonné de ne plus rien ressentir pour elle. En hôtesse habile et attentive, Madame Goutier s'arrangeait pour que ses invités se rencontrassent tous. En conséquence, avec un sourire, elle les obligeait à se déplacer. C'est ainsi que la comtesse se retrouva bientôt à côté du duc. Elle lui murmura quelques mots à l'oreille, et quand il voulut lui répondre, il s'aperçut que leur hôtesse avait pris Félicia par le bras et l'emmenait à l'autre bout de la pièce, où elle la fit asseoir entre un des plus brillants canteurs de Paris et un jeune homme dont la pièce se jouait actuellement dans un théâtre de la capitale. Comme il la suivait des yeux, le duc remarqua l'expression angoissée de son regard et lui sourit pour la réconforter de loin. Elle essaya de lui rendre son sourire, mais n'y parvint qu'à demi. Pour faire bonne figure, elle se tourna vers son voisin, la mine attentive, ses mains convulsivement serrées, révélaient sa nervosité à un spectateur attentif. « Où pourrais-je vous voir ?» demanda la comtesse à voix si basse que, dans le tohu-bohu général, personne d'autre que le duc ne put entendre ce qu'elle disait. L'ardeur contenue dans ces quelques mots était indubitable, et bien que le duc souhaitât lui répondre sur le même temps, il en fut incapable. Ses yeux ne quittaient pas Félicia et il ne perdait rien de la scène qui se jouait loin de lui.
Conscient de l'attention de la jeune fille, son voisin le conteur était manifestement en train de lui faire un compliment. Car le duc vit soudain le visage de sa pupille se fermer et tout son corps se raidir d'effroi dans son fauteuil. Le duc pouvait presque sentir l'attention qui s'était emparée d'elle. Il se demandait ce qu'il ferait et quelle explication il donnerait si la peur venait à la submerger et que Félicia se lève pour fuir à toute jambe. Son voisin, apparemment fasciné par sa beauté, lui adressait un sourire doucereux et la dévisageait de ses yeux noirs admiratifs. « Il faut que j'intervienne, songeait le duc. Ce fut le hasard qui lui en donna l'occasion. De nouveaux invités arrivaient et Madame Goutier se leva pour les accueillir. Le duc en profita pour se lever également et se diriger vers Félicia. « Quelle chance vous avez, Félicia, d'avoir fait la connaissance de mon vieil ami, M. Clécy. C'est un des esprits les plus vifs et une des langues les plus acérées de France. Rares sont ceux qui osent se mesurer à lui dans tout le pays. » M. Clécy rejeta la tête en arrière et se mit à rire. « Je vous trouve bien aimable aujourd'hui. Darlington est beaucoup plus flatteur que vous ne l'avez jamais été dans le passé. Peut-être est-ce dû à la présence de votre charmante pupille. Grâce à elle et à l'attention qu'elle me porte, vous consentez à me reconnaître soudain quelques qualités. » « Je vous ai toujours apprécié, répliqua le duc, même quand vous dénigriez avec un talent inimitable, je vous l'accorde mes succès sur les champs de course. Vous avez trop de chance, Darlington, voilà ce que je vous reproche, et maintenant vous vous présentez avec une ravissante pupille qui va devenir, à n'en point douter, la coqueluche du tout Paris. On dirait la déesse du printemps venue narguer les pauvres feuilles d'automne que nous sommes. Si vous continuez sur ce ton, vous allez lui tourner la tête, rétorqua le duc d'un ton badin. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui fasse de tels compliments. Tout en parlant, il s'inclina devant Félicia et l'aida à se lever. « J'aimerais vous présenter un autre de mes amis, dit-il. On ne peut permettre à M. Clécy de vous monopoliser. »« J'aimerais m'en aller, supplia Félicia, tandis que le duc l'entraînait dans son sillage. »« Pas question, murmura-t-il. Il s'apprêtait à la présenter à la mère de Madame Goutier, se disant que, sous la protection de la vieille dame, Félicia ne risquait rien, quand la comtesse les rejoignit. « Il faut que vous me présentiez votre pupille, dit-elle. Henri m'a prévenu qu'elle était ravissante, mais il était encore en dessous de la vérité. » Sous le compliment, le duc décela une note de jalousie, et il se rappela soudain qu'il n'avait pas répondu à la question de la comtesse un peu plus tôt, et qu'il lui avait faussé compagnie sans explication. Il regretta son manque de courtoisie, mais ne put rien faire d'autre que de lui présenter sa nièce, comme elle le lui demandait. « Quelle chance vous avez, mademoiselle, dit la comtesse, d'avoir pour tuteur l'homme le plus séduisant et le plus convoité de toute l'Angleterre. Vous pouviez trouver chevalier servant plus attentif et plus dévoué, à ce que je vois. » Le ton acerbe avec lequel elle prononça ces derniers mots surprit Félicia. Le duc, qui avait les yeux fixés sur sa pupille, vit qu'elle avait noté le changement d'inflexion et qu'elle se demandait ce qui l'avait provoqué. « Vous avez raison, madame, j'ai beaucoup de chance, répondit-elle. C'est pourquoi, poursuivit la comtesse, vous devriez penser un peu aux autres et ne pas le garder pour vous toute seule. Nous sommes nombreux ici à le connaître et à l'aimer depuis beaucoup plus longtemps que vous. » Sans plus se préoccuper de Félicia, la comtesse se rapprocha du duc et, levant la tête vers lui, murmura. « J'ai l'intention de rentrer directement chez moi en partant d'ici. » Un mot de plus eût été superflu. L'invite était claire. Le duc s'inclina poliment, mais se garda de répondre. « Il est temps que nous nous en allions, dit-il, en s'adressant à Félicia. Il nous reste encore une visite à faire. » Un éclair de joie et de soulagement illumina le regard de Félicia, mais leur hôtesse tint à les présenter encore à 2 ou 3 amis avant de les laisser partir. Et le duc dut promettre à plusieurs de ses relations de venir dîner chez eux dans les prochains jours. Félicia commençait à penser qu'il n'arriverait jamais à se libérer de cette toile d'araignée géante, quand enfin le duc la prit par la taille et l'entraîna dans l'escalier. « Nous devons vraiment aller faire une autre visite ?» demanda Félicia. « Vous avez été parfaite, et pour vous récompenser, je vous reconduis à la maison. » Elle laissa échapper un petit cri de triomphe, puis son expression changea et elle murmura. « Est-ce que cela veut dire que vous allez vous rendre chez cette femme à laquelle vous m'avez présentée ?» Comment avait-elle fait pour deviner la question qu'il était justement en train de se poser? Songea le duc, et soudain il sut clairement la réponse à y apporter. « Non,
comme je me propose de vous emmener monter à cheval tôt demain matin, j'ai l'intention de me coucher de bonne heure. Un valet apporta la cape de Félicia, le duc la lui drapa autour des épaules, et ils sortirent ensemble sur le perron. La voiture du duc de Darlington crua le valet d'une voix forte. Au même instant, un homme arriva en courant des écuries où étaient remisés les attelages des invités. « Vite, monseigneur, venez vite !» s'exclama-t-il, tout essoufflé. « Il y a eu un accident !» Le duc s'élança en un éclair. Il revit les 2 chevaux qui tiraient sa voiture ce soir-là. Quel dommage si quelque chose leur était arrivé. Il s'agissait d'une paire de magnifiques pur-sang qu'il avait achetées quelques mois auparavant, à Tattersall, la meilleure affaire qu'il eût jamais faite. Sans réfléchir davantage, il suivit l'homme qui s'était remis à courir en direction des écuries. Il avait à peine franchi 100 mètres qu'il se souvint de Félicia. Pourquoi n'était-elle pas à ses côtés? Elle se retourna, le perron était désert. Où avait-elle disparu? Tout à coup, il crut voir une silhouette claire au pied des marches, à l'angle de la maison. Que faisait-elle là? Non, il devait se tromper. Un homme était à ses côtés, il ne pouvait s'agir de Félicia, et soudain, déchirant le silence, un cri retentit. La voix de Félicia perçante, terrifiée, il eut tout juste le temps d'apercevoir la jeune fille rudement poussée à l'intérieur d'une voiture fermée qui démarra aussitôt à vive allure. Pendant un instant, le duc crut qu'il avait mal vu, puis comprenant soudain ce qui se passait, il regarda autour de lui, cherchant des yeux sa voiture. Il ne la vit pas, mais à cet instant précis, un phaéton tiré par 4 chevaux franchit la grille d'entrée. Le duc reconnut aussitôt son conducteur, un jeune homme qui menait grand train et n'avait de cesse de se faire remarquer partout où il allait. Il portait un chapeau haut de forme, une orchidée en guise de boutonnière et une perle grosse comme un œuf de pigeon épinglé sur sa cravate. Sans une seconde d'hésitation, le duc courut vers le phaéton, grimpa sur le marchepied, interpella le conducteur. « Je vous en prie, aidez-moi. On vient d'enlever ma pupille. J'ai besoin de votre attelage. Il faut la suivre. » Le jeune homme le regarda surpris, puis le reconnut. C'était cet Anglais plein de morgue qui l'ignorait systématiquement lorsqu'il le croisait. Comme le hasard faisait bien les choses, voilà qu'aujourd'hui il le suppliait de l'aider. « Je serais enchanté de vous être utile, monsieur, mais... » « Laissez-moi conduire, coupa le duc. Joignant le geste à la parole, il bouscula le jeune homme et lui prit les rênes des mains. La voiture qui emmenait Félicia venait de tourner dans une ruelle sur la droite. Il ne voulait pas la perdre de vue. Le propriétaire du phaéton ne pouvait s'empêcher de le regarder guider les chevaux avec admiration. Il les menait à tombeau ouvert, mais il émanait de lui une telle maîtrise, une telle force, une telle dextérité dans la matière, dont il dirigeait l'attelage que, malgré la vitesse, on se sentait en sécurité. Loin devant eux, le fiacre roulait lui aussi à vive allure, mais il n'était pas de taille à les distancer lentement. Il bifurqua de nouveau et emprunta les Champs-Élysées. À cette heure tardive, les voitures étaient rares, mais les hôtels particuliers qui bordaient la célèbre avenue étaient encore brillamment éclairés, et de nombreux passants se promenaient sur ces larges trottoirs. Quand le duc atteignit l'Arc de Triomphe en construction au haut des Champs-Élysées, le fiacre les précédait toujours, mais l'écart entre les 2 voitures se réduisait à vue d'œil. Devant eux s'ouvrait la route en direction de Versailles, et le duc estima que Denis Harlen, le ravisseur de Félicia, ne pouvait être que lui, allait probablement l'emprunter. Il lui serait en effet plus facile de cacher la jeune fille dans quelque village hors de Paris que dans l'enceinte de la capitale. Ils continuèrent leur course infernale pendant plusieurs kilomètres avant de se retrouver sur de petites routes de campagne. Le duc n'attendait que cela pour tenter de dépasser et de bloquer le fiacre. Il accéléra subitement l'allure, et tandis que le fiacre ralentissait dans un virage, le duc le prit de vitesse. Pendant un moment, les 2 voitures furent à la même hauteur, séparées seulement par quelques centimètres, puis le phaéton doubla le fiacre et ralentit progressivement l'allure jusqu'à s'arrêter tout à fait, une centaine de mètres plus loin, bloquant la route. Denis Harlen ne put faire autrement que de freiner pour éviter la collision. Le duc rendit les rênes au propriétaire du phaéton et, sautant à terre, marcha résolument vers le fiacre. Lorsqu'il le vit, Harlen descendit de voiture, lui aussi, et attendit son adversaire de pied ferme, bien décidé à se battre. Il se mit en garde, les poings serrés, les bras levés pour se protéger le visage. Ce qu'ignorait Harlen, c'est que le duc était un boxeur hors pair et qu'il s'entraînait à ce sport plusieurs fois par semaine, tant à Londres qu'à la campagne.
Arlen était un peu plus grand que le duc et avait une allonge supérieure, mais fort de cet avantage, il se surestimait. Le duc le comprit tout de suite. Sans perdre son temps en bavardage, Arlen se rua sur son adversaire, pressé d'en finir et de poursuivre son criminel dessein. Avec une légèreté et une vivacité que sa stature et ses larges épaules ne permettaient pas de soupçonner, le duc fit un pas de côté et le poing d'Arlen ne rencontra que le vide. Arlen fonça de nouveau, jouant le tout pour le tout, comptant sur son poids et la puissance de ses coups pour renverser le duc. Mais curieusement, sa rage ne semblait jamais pouvoir atteindre sa cible. Le duc feignit une attaque du droit. Arlen se découvrit et son adversaire en profita pour lui décocher un uppercut du gauche à la pointe du menton. Arlen accusa le coup et tituba. Le duc le frappa de nouveau et Arlen s'écroula de tout son long dans la poussière, inconscient. Un cri salua la victoire du duc, un pauvre petit cri, presque trop faible pour être entendu. Le duc se précipita vers le fiacre et Félicia se jeta dans ses bras, cachant son visage contre son épaule. Pendant un instant, il la tint serrée contre lui, tremblante, incapable de parler, n'y tenant plus, elle fondit en larmes. « Tout va bien maintenant, dit-il doucement. C'est fini, Félicia. Le cauchemar est terminé, je vous ramène à la maison. » Il remarqua qu'elle ne portait plus sa cape et il en déduisit qu'elle avait dû se débattre. D'une main, il récupéra le vêtement sur le siège du fiacre et en couvrit les épaules frissonnantes de la jeune fille. Puis, tandis qu'elle continuait à sangloter contre lui, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'au phaéton. Son propriétaire avait eu le temps de faire demi-tour à son attelage. Après avoir déposé son précieux fardeau dans la voiture, le duc se retourna pour voir si son adversaire était toujours inconscient. Mais Denis Arlen retrouvait peu à peu ses esprits, il rampa tant bien que mal jusqu'au fiacre, et s'aidant de la roue, se hissa péniblement et réussit à se mettre debout. Le duc prit place dans le phaéton à côté de Félicia. « Je vous serais très obligé, monsieur, si vous nous reconduisiez dans la capitale, dit-il au jeune dandy français. La voiture se mit en marche et le duc entoura d'un bras protecteur les épaules de Félicia. Il ne fit aucun effort pour la calmer, convaincu que ses larmes constituaient pour elle le meilleur moyen de se détendre après cette épreuve pénible. Peu à peu, cependant, les sanglots qui secouaient Félicia s'espacèrent. Toujours sans un mot, le duc lui tendit son mouchoir. Elle le prit et, la tête toujours nichée contre l'épaule secourable de son tuteur, elle se tamponna les yeux, puis, d'une voix qu'il eut du mal à apercevoir dans le fracas des roues et des sabots des chevaux, elle murmura « Vous êtes venu. J'avais si peur que vous n'ayez pas vu ce qui s'était passé. » « J'étais aux premières loges, dit le duc d'un ton dur. Il sentit Félicia se blottir davantage contre lui, comme si la pensée qu'il eût pu ne pas la voir la terrifiait encore après coup. « Je pense avoir donné à Arlen une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt, dit le duc d'un ton qu'il s'efforça de rendre rassurant. Vous n'avez plus à craindre de le retrouver sur votre chemin. J'ai eu très peur, reconnut Félicia d'une voix tremblante. Je m'en doute. Pourtant, vous devez être convaincu à présent que Saint-Georges arrive toujours à temps pour vous sauver du dragon. C'est vrai, cela fait 2 fois maintenant que vous me tirez d'une situation bien peu enviable. Tout en parlant, elle leva vers lui son petit visage et, à la faveur du clair de lune, le duc vit ses lèvres trembler et des larmes briller sur ses joues. Elle était si jolie, si attendrissante, ainsi qu'il eut soudain envie de l'embrasser. Ce fut très soudain et tout à fait inattendu. Une bouffée de désir, comme il en avait souvent ressenti, mais jamais encore pour une jeune fille aussi fragile que Félicia. Les battements de son cœur s'accélérèrent, ses tempes battirent et sa bouche s'assécha brusquement. Il comprit que ce qu'il éprouvait pour elle était très différent de tout ce qu'il avait éprouvé jusqu'alors pour les autres femmes. Non seulement il la désirait, mais il voulait la protéger, la sauver de ses angoisses, la faire sienne pour toujours. La violence du sentiment qu'il ressentait le surprit si fort que pendant un moment, il se crut le jouet de ses émotions. Puis très vite, il se rendit compte qu'il n'en était rien et qu'il était tout bonnement en train de tomber amoureux. Jamais il n'avait pensé qu'il pût éprouver pour Félicia autre chose que de la tendresse ou de la compassion. Elle n'était qu'une enfant qu'il avait sauvée des griffes d'un père indigne et prise sous sa protection. Pourtant, toute fragile et désemparée qu'elle fût, elle s'était peu à peu emparée de son cœur et y régnait désormais en maîtresse.
Le duc avait eu de nombreuses aventures, mais il avait toujours su, au fond de lui-même, qu'elles n'étaient que transitoires. Malgré la violence du désir que lui avaient inspiré certaines de ses belles amies, malgré leur beauté et leur charme piquant, il ne s'était jamais vraiment engagé. Son cœur et son esprit étaient demeurés libres. En ce qui concernait Félicia, c'était différent. Lorsqu'il s'était battu un peu plus tôt, il l'avait fait pour elle, pour la sauver d'une situation qui la terrorisait, mais aussi pour lui, parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'un autre homme pût la toucher, oser porter la main sur elle. Il s'était battu pour empêcher un rival de lui voler sa femme. Il ne le savait pas encore à ce moment-là, mais c'était pourtant la véritable raison de sa fureur. « Merci, Saint-Georges, dit Félicia dans un souffle. Bien qu'elle se fût exprimée d'une voix presque inaudible, il entendit et ces quelques mots l'émurent. S'il avait pu, il l'aurait prise dans ses bras, se serait penché sur ses lèvres, les aurait embrassées avec fougue. Il en mourait d'envie, mais c'était impossible. Il savait qu'il devait se maîtriser. Il savait qu'avant de pouvoir se déclarer, il devrait l'apprivoiser, lui faire la cour comme jamais il ne l'avait fait à aucune femme. Il devrait lui apprendre à aimer. La vie lui lançait un défi inattendu, qu'il relevait avec empressement. Un défi, il s'en apercevait à présent, qu'il avait toujours désiré relever. Il avait toujours souhaité courtiser une femme plutôt que d'être courtisé. Se battre non seulement pour la protéger, mais aussi pour la conquérir. Félicia laissa échapper un petit soupir et reposa de nouveau sa tête contre son épaule. Peu à peu, son corps se détendait, elle ne tremblait plus. « Je vous aime » eut-il envie de lui crier, mais il savait qu'il lui faudrait attendre encore longtemps avant de pouvoir lui faire une telle déclaration. Tandis qu'il continuait à avancer au rythme du galop des chevaux, seulement éclairé par la lune, il prit conscience de la difficulté du chemin qui lui restait à parcourir avant d'atteindre le cœur de Félicia. Non seulement il fallait qu'elle triomphe de sa peur viscérale des hommes, mais il devait aussi lui faire comprendre qu'il n'était pas uniquement ce saint héros qu'elle vénérait. Il était aussi un homme en chair et en os qu'il aimait pour ses qualités de femme. Elle avait dit au comte d'Avalon qu'il ne fallait pas la brusquer, ni la pousser dans ses retranchements. Ce conseil valait aussi pour lui. Elle devrait se montrer attentif, tendre, patient envers elle et exercer un contrôle inflexible sur ses propres sentiments et désirs. Ce qu'il n'avait jamais fait par le passé. Avant qu'il ne puisse éveiller Félicia à l'amour, il fallait la laisser s'épanouir au soleil comme un bouton de rose. Il respira profondément, comme il aimerait qu'elle soit amoureuse de lui. N'était sa peur des hommes, elle représentait pour lui la femme idéale. En fait, lorsqu'il réfléchissait, il se rendait compte qu'il l'avait aimée dès le premier jour. Il aimait sa beauté, sa grâce. Il aimait son rire adorable, les facettes irrésistibles qui se creusaient dans ses joues à chaque éclat de rire, la vivacité de son esprit, sa rapidité. Il aimait l'attention presque enfantine avec laquelle elle écoutait, sa passion d'apprendre. Soudain, le duc eut envie de remercier le ciel pour lui avoir fait connaître Félicia et pour avoir permis qu'elle lui apporte enfin ce qui lui manquait. Les femmes qui avaient traversé son existence l'avaient toujours déçu, et voilà qu'il trouvait l'autre partie de lui-même en la personne d'une très jeune fille, tout juste sortie du couvent. Ils approchaient de Paris et déjà les faubourgs défilaient autour d'eux lorsque Félicia remua légèrement contre lui et dit d'une voix qu'elle s'efforça d'affermir « Comment avez-vous pu nous rattraper si vite ?»« Remerciez monsieur de Tréon, ici présent, expliqua le duc. Jamais de ma vie je n'ai été aussi heureux de voir quelqu'un. Notre ami est arrivé dans son superbe attelage au moment où je voyais s'éloigner le fiacre qui vous emportait. C'est moi qui vous remercie, monsieur, protesta le jeune homme. J'ai été très heureux de pouvoir vous rendre ce service. Je tiens, monsieur, à vous exprimer toute notre gratitude pour ce que vous avez fait, et j'espère que, si nous n'avons pas le temps de vous recevoir à Paris au cours de ce trop bref séjour, nous aurons l'occasion de le faire à Londres, la prochaine fois que vous y viendrez. En disant cela, il savait qu'il ne pouvait faire de plus grand plaisir au jeune homme. Jamais, en temps normal, il n'eût même songé à inviter M. de Tréon à dîner ou à une quelconque autre fête. Il le méprisait pour sa prétention et son arrivisme. Mais le duc avait pour habitude de toujours payer ses dettes, et il avait compris que le jeune Tréon serait enchanté de pouvoir clamer sur tous les toits qu'il avait été reçu chez le duc de Darlington. Quand ils arrivèrent devant sa demeure, sur les Champs-Élysées, le duc sauta à terre, aida Félicia à descendre de voiture,
puis tendit la main à Tréon. Encore merci, dit-il, et si vous venez en Angleterre surtout, n'oubliez pas de venir nous rendre visite. Je ne l'oublierai pas, monsieur, vous pouvez y compter. Je voulais vous dire aussi que la façon dont vous avez rossé cette canaille m'a beaucoup impressionné. Ce fut un spectacle mémorable. Il y avait une note de sincère admiration dans sa voix. Le duc se contenta de sourire poliment, et passant un bras autour de la taille de sa pupille, il l'entraîna à l'intérieur de la maison. Une fois dans le salon, le duc relâcha son étreinte et marcha vers le seau à glace où trônait une bouteille de champagne. Un peu d'alcool vous fera le plus grand bien, dit-il. Je pense aussi que nous devrions porter un toast au hasard qui m'a permis de vous secourir si vite et qui veut que nous soyons de nouveau réunis. Le duc appuya exprès sur le mot réunis et quand Félicia lui répondit, son regard rayonnait. Voilà un bien joli toast. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance, en effet. Il aurait pu réussir et m'emmener loin, très loin de vous. Ne vous inquiétez pas, Félicia, je vais prendre soin de vous et m'arranger pour que ce genre de choses ne puisse plus se reproduire. Je voudrais vous faire oublier ce mauvais souvenir. C'est une simple aventure dont nous rirons ensemble dans quelques années. Il lui tendit une coupe de champagne. J'aimerais bien pouvoir en rire, dit-elle. Je sais, mais c'est difficile, car lorsque je prends conscience de ce qu'il voulait faire, j'ai peur. C'est normal, convint le duc. N'importe qui à votre place aurait eu peur, mais vous saviez, n'est-ce pas, que je viendrais vous sauver. Je priais pour que vous arriviez à temps, car quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait enlevé et où il me conduisait, il a répondu qu'il allait m'épouser. Elle eut du mal à prononcer ces derniers mots et le duc devina qu'il lui inspirait un véritable sentiment de répulsion. Ce que vous m'apprenez ne m'étonne pas. C'était à prévoir de la part de ce voyou d'Arlen. Ce n'est pas à vous qu'il en veut, Félicia, c'est à votre argent. Je déteste cet argent. L'argent peut causer bien des soucis, mais il est aussi une source appréciable de confort et d'agrément, remarqua le duc. Et puis, n'est-ce pas avec de l'argent que vous allez pouvoir m'offrir le présent que vous m'avez promis? Il avait adopté à dessein un ton désinvolte et bien badin. Elle le regardait l'air fragile et très jeune dans sa robe blanche, et il trouva surhumain de ne pas pouvoir la prendre dans ses bras pour lui avouer son amour. Mais il savait qu'il n'avait franchi qu'un seul obstacle et qu'il lui en restait beaucoup d'autres à surmonter. Juste avant de vous envoyer au lit, je propose que nous levions nos verres à Félicia, une jeune fille très courageuse et dont je suis très fier. Elle ne s'attendait pas à ce toast. Ses yeux se mirent à briller et elle lui sourit. Quant à moi, je bois à Saint-Georges, dit-elle. Il ne me déçoit jamais. Leurs yeux se rencontrèrent et l'espace d'un instant, le duc crut voir dans les prunelles bleues le reflet de l'amour dont il débordait. Puis Félicia se détourna et rit. C'était impressionnant tout à l'heure quand vous avez vaincu cet horrible Arlen. Toute la scène semblait si irréelle que j'avais l'impression d'être au théâtre. La voix de Félicia était pleine d'admiration, mais le duc n'avait que faire d'admiration. C'était un tout autre sentiment qu'il eût aimé entendre dans la voix de sa pupille.